Bonsoir et bienvenue dans l'émission de cinéma Oblique. Aujourd'hui, rencontre en studio avec Bruno Podalides. Bonjour Bruno. Bonjour Pierre. Pour votre film Bécassine, alors retour vers le passé. Juin 1998, sur la lancée d'un euro prometteur, une équipe de foot soudée autour d'un entraîneur taiseux tente de gagner sa Coupe du Monde dans son stade, très originalement baptisé Stade de France. Au même moment, dans quelques journaux, on peut lire cette publicité. Les filles qui n'aiment pas le foot aiment Dieu seul me voit. Le premier film de Bruno Podalides, c'était dans Libération. Il faut dire qu'avec des débuts prometteurs pour votre moyen métrage, vous avez pu déborder dans l'axe et marquer non pas un but mais les esprits. Eh bien nous sommes aujourd'hui en juin 2018 sur la lancée d'un euro prometteur et autour d'un entraîneur précautionneux. La même équipe de France espère amener le Graal depuis la toundra russe. Et pendant ce temps, vous nous présentez votre nouvelle joueuse, Bécassine, qui va fouler non pas la pelouse mais les salles le 20 juin. Mais en 20 ans, je trouve que le palmarès est plutôt à votre avantage. Vous avez su sélectionner les scénarios, les thèmes, Liberté Oléron, le mystère de la chambre jaune, Adieu Berthe, bon public, comme un avion. Et je me souviens que dans Dieu seul me voit, il y avait une séquence de football où votre frère, alias Jean-Jean, Albert Jean-Jean, disait « Moi, je suis pour le footballeur le plus fair-play ». Oui, c'est le baiser-but. On choisissait chacun un joueur et celui qui marquait, on avait droit à un baiser de Blanche-Neige qui était joué par Isabelle Candelier. Quel est votre rapport au football ? Puisque maintenant, tous les sociologues et philosophes, quels qu'ils soient, sont tirés vers cet axe. Eh bien, écoutez, j'ai suivi bon nombre de matchs dans ma prime jeunesse, aux côtés de mon père enthousiaste, exalté, voire violent. Et je me suis assez éloigné du sport, en général, de toute compétition, on peut le dire, à part le kayak. Allez, parlons de Bécassine. Oui. Alors, un personnage de bande dessinée créé par l'écrivaine Jacqueline Rivière et le dessinateur Émile-Joseph Porphyre Pinchon. Un personnage qui est apparu pour la première fois dans le premier numéro de l'hebdomadaire pour fillettes, La semaine de Suzette, en 1905. Alors, je me souviens que quand Spielberg a sorti son Tintin, il y avait un article de Bruno Podalides qui disait « Oh, on se calme, ce n'est que le Tintin de Spielberg ». Est-ce que Bécassine, elle vient compenser une sorte, non pas de manque, mais d'approche par la ligne de touche de Tintin que vous idolâtrez ? Ah, ça va être la métaphore du foot tout le temps, là. C'est fini. Non, mais la phrase à propos de Spielberg est valable pour moi, ça n'est que la Bécassine de Bruno Podalides. C'est un portrait, je trouve, néanmoins personnel, je ne prétends pas porter la Bécassine des albums à l'écran. Pour tous ceux qui la connaissent intimement, qui ont une affection pour ce personnage, je trouve que c'est un personnage un peu comme Tintin, assez lisse, assez conceptuel, et on peut y trouver un peu ce qu'on imagine en fait. Alors Bécassine, le personnage, il a le cœur sur la main et la main plutôt habile. Enfant, elle lit La Belle au bois dormant, tout en rêvant de l'arbre bleu qu'on a planté pour elle, pour sa première dent perdue. Plus grande, elle sait prévenir les animaux quelques heures avant l'arrivée d'un chasseur, et elle sait aussi démarrer la voiture de la marquise de Grantaire, ce qui va lui permettre de se faire une place dans une bourgeoisie gentille mais un peu vaine. Et puis arrive Rastaquouéros, c'est vous, un marionnettiste grec au spectacle limite mais aux ambitions multiples, et il faut cohabiter. Tout ça au son de coqs qui se réveillent en chantant la Marseillaise, il y a peut-être un message, et des voisins qui se doutent de quelque chose. Comment est-ce que vous avez fait pour coaguler, synthétiser tous les albums de Bécassine en un film ? Quel axe avez-vous pris ? Eh bien, écoutez, je me suis fondé sur la relation, ma foi, très attendrissante qu'a la petite Bécassine avec Loulotte, une jeune fille de 6 ans, adorable, et qui est recueillie dans ce château où trône la marquise de Grantaire. Et je tenais là ma clé de voûte, n'est-ce pas ? Mon axe principal sur lequel j'ai fondé cette histoire. Le film commence comme un prologue de James Bond. Wow. Il y a un prologue, un arrachage de dents, un auto-arrachage de dents, comme si Rambo
essayer de se sauver lui-même. Est-ce que ce petit prologue, bon, il y avait un petit prologue dans Le Mystère de la Chambre jaune aussi, mais est-ce que c'est un prologue pour justement en hommage à Bond ou en hommage aussi au fait de faire greffer la plante cinéma dans la plante BD? Oui, il y a une histoire de petite graine, absolument. J'avais envie de rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire que je sais que Bécassine, j'ai une pente à remonter énorme pour beaucoup de gens, tellement ce personnage est perçu comme désuet et mièvre un peu. Donc je me suis dit, si je fais un générique avec Bécassine, oui, on va se dire, on tourne les pages du livre ancien, alors que là, on rentre tout de suite face à une petite fille qui n'a pas froid aux yeux, qui emploie des grands moyens pour s'arracher la dent. Et du coup, c'est un peu comme un James Bond, on rentre dans l'action tout de suite sans générique, ouais. Presque tous vos films commencent par un ciel. Même comme un avion commence par un ciel virtuel. Et ce qui est frappant, c'est que dans Bécassine, il y a un ciel, et il est vert. Mais un vert, pas le vert du petit matin. Ah, mais vous me troublez dans ces remarques, ma foi, fort judicieuses et déstabilisantes. Un ciel... Un espoir peut-être, car je vais au cinéma personnellement pour m'ouvrir, comme on ouvre la fenêtre. Votre premier plan, dans Dieu seul me voit, c'est un ciel, avant de baisser sur Albert. C'est vrai. Oui, oui. Comment interpréter ça? Une descente de grue, en fait. Oui, c'est le bonheur d'atterrir, en fait. Non pas de s'envoler, mais d'arriver à hauteur d'homme, ou voire plus bas à hauteur d'enfant pour Bécassine. Mais oui, c'est amusant. Il y a peut-être des films pour enfants où Mary Poppins ou Peter Pan, où on descend comme ça vers l'histoire. Allez, Bécassine, on va l'écouter. Retrouvez-moi son doudou, Cyprien. Oh, que vois-je à l'horizon venir une maison. Elle se pose sur la branche. Oh, la jolie coquine que voilà. J'ai nul ces paroles tout de même. Oui, vous pourriez chanter avec moi. Je peux faire l'oiseau. Petit... Eh bien, faites l'oiseau. Je fais l'oiseau. Oh, justement, le voilà. Oh, le petit chou. Oh, c'est trop mignon. Le trésor. Oh, le cute. Mais c'est une petite fille. Bonjour, petite fille. T'as de chagrin. Non. C'est un saucisson. C'est un saucisson. Je ne sais pas lequel est actuellement l'élu. Voilà. Elle est d'amour, comme tous les amoureux. Alors Bécassine, elle va s'occuper de Le ton comprend. Bécassine. Alors nous tenons là, je crois, mais j'en prie. Et elle va faire démarrer la voiture. Et en faisant démarrer la voiture, c'est toute une société bourgeoise qu'elle met en branle. Cher ami. Vos personnages souvent débarquent dans un milieu. J'ai remarqué souvent, on leur dit même pas bonjour. J'ai remarqué souvent dans Liberté Oléron ou dans Dieu seul me voit, vos personnages arrivent dans un lieu super convivial, ils disent bonjour, personne ne leur répond. Et là, Bécassine, alias Emeline Bayard, dont on va parler tout à l'heure, elle rentre sur la pointe des pieds, mais il faudra du temps pour être adoptée. Oui, c'est sans doute. Oui, c'est pas. Qu'est-ce que j'ai à dire là-dessus? Je ne savais même pas en fait. Alors vous me l'apprenez. Cette Bécassine a plus d'un tour dans son sac malgré tout. Enfin, elle a le bon sens de gens qui ont travaillé de leurs mains. Donc elle s'est remontée très vite le saut du puits. Donc elle va tourner la manivelle de la voiture avec la même vigueur. On va nous faire passer le chapeau 3 fois, vous allez voir. Oh, maintenant qu'il est dans la place. Et puis il n'a pas l'air bien méchant. C'est oui, ma petite Loulane. Maman, regardez. Bon, vous dira Madeleine que son œuf à la coque est encore dur. C'est pénible. Regardez, voilà. Je me fais une fête de tremper cette asperge. Et ben voilà. Ah oui. Oui, effectivement, oui. Mais vous devenez fou, Hilarion. Allez prévenir tout de suite Madeleine, s'il vous plaît. La marquise est d'accord pour faire le spectacle ce soir. Ça, c'est l'arrivée de votre personnage, marionnettiste. Alors,
quand il donne son spectacle de marionnettes, évidemment dans la salle, nous, public, qui voyons en public regarder le spectacle, on est partagé, mais est-ce que c'est vraiment nul ou est-ce que c'est super émouvant? Et je crois que sur le tournage, vous avez dit que le rire de Karine Viard, qui joue la marquise, regardant ce spectacle, ça vous avait, alors que c'est vous qui faites le spectacle en lui-même, ça vous avait presque aidé, stimulé ses réactions? Alors c'est le rire de la petite fille, pas de Karine. La petite fille avait ce comportement qu'ont les enfants dans la scène des 400 coups de Truffaut face au Guignol, c'est-à-dire une adhésion totale au spectacle, sans regard analytique, dans la pure réception. Et comme je savais que moi je voulais justement aller dans cette direction, c'est-à-dire prendre un spectacle très primitif dans son histoire, c'est juste des marionnettes qui se battent. Et donc, quand j'ai commencé à actionner mes petits personnages, quand j'ai entendu le rire naître de cette petite fille, qui était un vrai rire, la caméra n'était pas sur elle à ce moment-là, j'ai été porté. Du coup, quelquefois vous faites un truc idiot, mais quand l'enfant rigole, vous continuez allègrement. C'est trop merveilleux, souvent. Donc là, ça m'a donné des ailes pour insister sur toutes les onomatopées, les proutes, les pics, les tout le temps, quoi. Dans vos films, il y a souvent le spectacle dans le spectacle. Peut-être. Mais oui, puisque c'est le spectacle même qui me plaît, et donc montrer le spectacle en spectacle, c'est montrer d'où on vient et que tout vient de là. Même dans Liberté Oléron, quand le papa montre son bateau fièrement acheté, c'est très juste. Sa famille l'applaudit en haut, avant la catastrophe, mais on l'applaudit. On a l'impression que... Il fait un salut d'acteur. Il fait un salut d'acteur. Oui, c'est vrai. Dans Bécassine, ce qui m'a frappé, les personnages se déplacent, vont quelque part, ils ont un but plus grand, puis s'arrêtent au milieu, très rapidement, comme votre personnage dans Comme un avion. Et on a l'impression que c'est ce coitus interruptus, le fait qu'ils s'arrêtent alors qu'ils pensaient aller plus loin, qui les amène à être débordants d'inventivité, à se fondre dans un milieu qu'ils n'avaient pas prévu de connaître. Et j'ai retrouvé une formule, je crois que c'est dans Dieu seul me voit, où vous dites « voyager, c'est pas quitter ». Je crois que c'est dans Comme un avion. Dans Comme un avion. Voyager, c'est pas quitter. Donc Bécassine, elle quitte un monde, elle rentre dans ce château avec des bourgeois et elle est adoptée, mais en même temps, c'est tout un code à apprendre. Oui. Je trouve que c'est sans doute une des raisons du bonheur, c'est d'arriver en permanence à adapter, renoncer à ses rêves pour en attraper d'autres que la vie nous amène naturellement. Donc il faut... quand je réalise un film, je ne fais que ça. Je ne fais que projeter des images rêvées, des scènes, des séquences, un film en entier, sans doute idéalisé, et je ne fais que renoncer à mon programme pour accepter ce que le réel me donne, le jeu d'un acteur, une météo, un mouvement de caméra. Et je trouve que la raison... Souvent, on est plus heureux si, comme ça, on arrive à renoncer à ce qu'on avait prévu pour... mieux accueillir le présent. Votre personnage, donc celui que vous interprétez, Rastaquouéros, on a l'impression qu'il va rejoindre la longue lignée des margoulins qui peuplent votre cinéma, des commerçants prêts toujours à arnaquer leur prochain. Et honnêtement, 30 minutes avant la fin du film, je me suis dit, c'est ça. Il va partir avec tout, on voit les tableaux qui se décrochent des murs, tout qui s'effondre dans cette bourgeoisie. Et pourtant, non. J'ai l'impression que c'est pas. Est-ce que vous vieillissez ou est-ce que vous donnez une seconde chance aux commerçants? Alors moi j'aime les commerçants, d'abord parce que je suis d'une famille en partie de commerçants, ma grand-mère était libraire, mon père pharmacien. J'aime donc l'idée du commerce, en fait, d'échanger des biens, mais des services aussi, et du coup... Non, je plaisantais parce qu'évidemment, dans Banc Public, par exemple, vous montrez avec une chaleur énorme le monde du commerce. On a l'impression que le monde de l'entreprise tertiaire, c'est le cercle de l'enfer, mais dès qu'on rentre dans le commerce humain, on est
dans une vraie humanité. Mais là, le personnage de Rastaquouéros, on a l'impression que, en tout cas pour le spectateur, ça peut tanguer d'un côté comme dans un autre. À un moment, il dit, pour attirer l'argent, il faut montrer l'argent. Oui, je tire cette phrase d'un film de René, Stavisky, où à un moment le gars dit ça. Et René citait toujours un certain Zambo dans ses personnages, donc je dis comme dit Zambo, parce qu'il y a toujours un Zambo, c'est son personnage mystérieux à René. Donc c'était en fait un clin d'œil à Alain René. J'avais remarqué ça dans les magasins de bricolage, c'est qu'on se confie parfois à son vendeur, comme si c'était son psy, ouais. Vous qui travaillez beaucoup, évidemment, avec votre frère, mais aussi avec des acteurs depuis le début, Michel Vuillermoz, Jean-Noël Broutet, comment est-ce qu'on incorpore un comédien ou une comédienne aussi fascinante soit-elle dans quand même un esprit de bande? Et je l'ai fait à chaque fois, j'ai très peur de l'autarcie dramatique, et du coup, j'aime bien... je me rends bien compte que... même, entre guillemets, ma direction d'acteur, parce que j'aime pas le mot direction, mais comme on indiquerait le chemin à ce moment-là, à la rigueur et encore, vient aussi du fait que je travaille avec tous ces comédiens qui sont porteurs d'un humour qui leur est propre et qui circule vite. Du coup, il y a une espèce d'humeur sur le plateau que je trouve propice à la comédie, et ce qui fait que je suis à chaque fois... agréablement surpris de voir à quel point, par exemple, comme là, Karine Viard se fond très très bien avec les autres protagonistes. Voilà, ça réagit vite. Qu'est-ce qu'on gagne et qu'est-ce qu'on perd en termes de mise en scène, de préparation, quand on fait un film, entre guillemets, à costume? Est-ce que ce qu'on écoute dans son iPhone avant d'aller sur le tournage ou la veille change selon qu'on tourne dans le Paris de 2015 ou dans le Perche de 1905? Là, j'avais vraiment le plaisir du costume de Bécassine pour ce projet. C'était presque comme on dit, le note du diapason, une note visuelle. Si vous voulez, juste de voir Emeline dans cette tenue au milieu de la campagne, ravissait mon œil. Et du coup, je crois qu'on était tous immédiatement entraînés vers un monde imaginaire, très agréable, où déjà les erreurs sont autorisées. Comme pour une fois, je partais du bande dessinée, j'avais ainsi toute une charte graphique, mais le mot charte convient pas, parce que c'est plutôt des impulsions contraires des libertés données qu'un cadre dans lequel se mouvoir. Donc j'avais plutôt des audaces de couleurs, de jeux aussi, de gestes stylés, tout ça autorisé grâce à la BD. Est-ce que les séquences de rêve qu'il y a dans Bécassine et qu'il y a dans beaucoup de vos films, est-ce que ça aide aussi à créer le monde parallèle? Il y a beaucoup de séquences de rêve dans vos films. Oui, à contrario, je n'aime pas beaucoup... j'aime beaucoup le réel au cinéma. Enfin, je n'aime pas beaucoup quand je crois vivre ce que je vis au cinéma, puis tout d'un coup on me dit « Ah non, c'était un rêve ». D'un coup l'image se floute, puis la personne se réveille. Ça m'est souvent désagréable, parce que je trouve qu'il pleut un peu sur du mouillé, puisque c'est déjà l'expérience cinématographique qui est cet ordre-là. Je préfère être averti. Je sais que c'est un rêve. Du coup, je suis détendu. Je ne suis pas en train d'essayer de survivre en tant que spectateur. Et les rêves permettent des saillies comme visuelles. C'est en général les plans les plus amusants à tourner. J'ai bien vu ça avec mes équipes à chaque fois, suivant les films. C'est le moment où on s'amuse plus, parce qu'on tourne un truc complètement saugrenu. On met un poisson dans un thermos, comme un avion. Là, Emeline s'excuse auprès de spectateurs absents pour sortir du théâtre. Voilà, on tourne des scènes souvent saugrenues. Je me suis souvent demandé si une des séquences de rêve dans Comme un avion n'était pas un hommage à Alain Resnais. Justement, ces silhouettes là qui sont au bord de la rive, dont on ne sait pas si elles sont humaines ou presque divines. Oui, alors là, en fait, j'avais en tête une gravure de Maurice Sand, le fils de Georges Sand, qui a fait des très belles gravures qui illustraient des contes de fées. Et il y avait, je crois, les 3 pêcheurs, je sais plus, c'est des espèces d'énormes, des géants.
Et du coup, je me dis, tiens, mais c'est marrant parce que le théâtre de marionnettes de Bécassine, en fait, il vient aussi de là, de Maurice Sand qui construisait des marionnettes. Et avec Georges Sand écrivait des petits arguments dramatiques. Et c'est pour moi une image de bonheur, de ce petit théâtre qui est très joli, qu'on peut encore voir à Nohant, où ils invitaient des gens de la région et ils faisaient un vrai petit spectacle qui, vu le théâtre, à mon avis, était assez élaboré. Comment ça? Tour traumatique? Elle a déjà eu son biberon. Eh ben, vous payez pas de mine comme ça, mais là, vous embauchez un coin. C'est-à-dire? Rien, une image, c'est une métaphore. Alors, dans les projections de presse, souvent les critiques cinéma sont à peu près aussi drôles que les chroniqueurs hippiques quand ils n'ont pas touché le tiercé. Mais là, la semaine dernière, à la projection, une des projections de Bécassine, il y a une journaliste, pourtant aguerrie. À la fin de votre film, elle pleurait. Est-ce que c'est là? Et alors je lui ai demandé, c'est quoi? Elle m'a dit, c'est cette effusion de gentillesse qui déborde de partout, qui déborde de Bécassine, qui déborde aussi de votre regard, parce que vous montrez des gens au travail, au quotidien. Je me suis souvenu de Dieu seul me voit, où Albert Jean-Jean dit c'est quand même très séduisant de voir quelqu'un en train d'exercer son métier. Et moi, je me demandais comment, en tant que cinéaste, on arrive à, pardon pour l'anglicisme, glamouriser le travail. C'est souvent très difficile de montrer le labeur, même dans un château. Je sais pas, en ce qui me concerne, je ne sais pas vraiment pas, mais je trouve qu'effectivement, on manque souvent au cinéma, on ne voit pas assez de gens au travail dans le travail le plus concret et non fantasmé qui soit. C'est-à-dire qu'on a des idées un peu toutes faites du travail de policier, mais je suis pas sûr qu'on ait accès au vrai travail de policier. Et dans d'autres domaines aussi, je trouve très beau la répétition du même geste, la précision du geste du coup, parce qu'il y a 15 ans de pratique derrière, les préoccupations, le langage. Donc je sais que dans mes films, si je peux à chaque fois... Pierre Perret a fait un très beau livre d'ailleurs sur le langage des différents métiers. Je le cite au passage. Et en même temps, la marquise de Grantaire, elle dit mais je n'aime pas les hommes qui peaufinent dans le film, dans Bécassine. Oui. Donc il y a une limite quelque part entre l'amour du travail bien fait et le fait de ne pas être obsédé par ça. Oui, il ne faut pas... cinéaste, je trouve parfois trop maniaque, où je sens que rien n'est laissé au hasard, la vie n'entre pas, et ça j'adhère moins. Mais c'est drôle parce que c'est peut-être un fil conducteur pour notre émission aussi. Là, en pensant à cette phrase, vous évoquez, j'ai pensé à Chabrol, qui un jour m'avait dit elle chipote, et si elle chipote, elle chipotera. Ça m'a fait beaucoup rire. Donc je glisse des clins d'œil finalement à mes chers camarades réalisateurs. On va pas parler de convergence des luttes, mais par contre... Mais quand même. Non, mais dans Bécassine, il y a cette séquence surréaliste et pourtant très réelle, donc d'un bal très très masqué. C'est quand même cette idée de montrer comment les classes sociales peuvent cohabiter, mais qu'à un moment ça explose. Il y a beaucoup de vos films qui partent en explosion. Je me souviens qu'à la fin de Banc public, vous avez le clochard qui dit « ça va péter, ça va péter ». Et dans Bécassine, aussi léger soit la problématique ou l'histoire du film, il y a ça. En fait, elle est sinistre, cette danse, à la fin. C'est presque une danse de mort de la bourgeoisie. Ah, c'était intéressant. Enfin, l'éclatement dont vous parlez, je le ressens. Oui, à la fin dans Banc public, la perceuse aussi explose et volatilise tout le magasin. Oui, je grandis. Je suis pas d'une génération après-guerre, mais j'ai quand même l'angoisse permanente du retour de la guerre, tout bêtement, qui commencerait par une guerre civile. Je profite toujours, j'ai l'impression de faire des films de paix, comme on fait des films de guerre, mais avec toujours cette inquiétude
je n'en reviens pas qu'on puisse autant continuer d'oppresser la majorité des gens pour la richesse de quelques-uns. Et donc, même si Bécassine, évidemment, ne raconte pas cette oppression sociale, il y a 2-3 signes comme ça, peut-être, que vous décelez d'une angoisse où cette grille, quand même, pouple. Bécassine, au début, se heurte à la grille, elle ne peut pas accéder au château, elle y entrera autrement, mais peut-être que le clivage apparaît comme ça. Mais dans ces cas-là, on peut passer par la cheminée. C'est-à-dire la ruse ou l'art. Ouais. Alors, il y a un moment, je trouve assez singulier dans le film, c'est quand Bécassine, au moment où la famille ne va plus bien du tout, où le château part à volo, eh bien, elle renverse une partie d'un service en porcelaine. Mmh. Et là, on s'attend à de la violence de la part de sa patronne, donc jouée par Karine Viard. Et là, c'est au contraire retenu, plein de bienveillance. Elle dit, c'est pas grave. Et on a l'impression que la gentillesse de Bécassine presque a corrodé, au bon sens du terme, le monde dans lequel elle vit. Donc que c'est pas perdu. Cette chute de porcelaine, c'est une figure classique de Bécassine qui danse comme ça avec une pile d'assiettes. Et c'est une figure burlesque, tout bêtement. Mais effectivement, il y a un renversement. La Karine joue très très bien elle-même, qui retient son émotion pour tenir son rang, sa fonction, mais qui est aussi dans la tristesse, ouais. C'est le propre des gens désarmants de gentillesse, hein, c'est qu'ils contaminent les autres, comme peut le faire souvent un enfant dans une famille. Hein. Est-ce que quand on clôt un film comme Bécassine, la question de la fin est un enjeu plus grand qu'on le croit? Quand on n'est pas, comme vous, un profiteur de cinéma, on ne se dit pas je vais faire le 2, le 3, le 4. Quand on livre une œuvre honnête, est-ce que la manière dont on termine cette œuvre, ça a une importance encore plus grande? Oui, je réfléchis toujours à quel est mon dernier plan. D'abord parce qu'au moment d'écriture, j'ai 3 ou 4 fins. Tous mes films ont... Et d'ailleurs, si on regarde, ils ont en eux-mêmes plusieurs fins. Là, pour ce film-là, c'était ce que je termine par Bécassine, comme mon film Antoine Donnel à la fin des 400 coups, ou est-ce que je filme La Petite? Et j'ai filmé La Petite parce qu'en fait, je me suis dit, au travers de Bécassine, c'était plutôt l'enfance que je filmais. Donc si je veux être honnête, c'est pas une sorte d'honnêteté, mais finir par le sel du film, c'est de filmer c'est de terminer sur La Petite. Ouais. C'est comme un passage de témoin, ou presque un accouchement en fait. Ah oui, on peut le dire. Métaphoriquement, ça marche assez. Ouais, c'est vrai, la grosse voiture accouche d'une petite. Et vos fins, elles sont très souvent en mouvement, que ce soit à la fin de Comme un avion, ou Adieu Berthe, où quelque chose s'éloigne dans l'air, et là, ça continue. Et on a l'impression qu'il y a quelque chose en vous, dans le créateur, qui dit non, laissez-moi encore quelques secondes. Oui, parce que j'ai même je sors le livre du film, le roman, et il y a le mot fin, et après je dis non, allez, on se rajoute encore un petit bout d'histoire. Vous savez, c'est ma théorie du yaourt. On apprécie vraiment le yaourt dans les dernières... c'est quand il n'y en a plus qu'il y en a encore. Et souvent, on est là à gratter comme un malade le dernier petit bout de yaourt. Et c'est là qu'on apprécie... Avant, on mangeait un peu machinalement. Et c'est ce petit bout de yaourt où on l'apprécie. C'est comme... finalement, c'est notre société actuelle. Regardez l'électricité, on a tout le confort. Les voitures, mais si on vous coupe l'électricité, on apprécie de nouveau le lendemain le fait que le courant soit rétabli. Bécassine, elle apprécie l'arrivée de l'eau courante, du téléphone. C'est le fond du yaourt, c'est le petit peu du début ou de la fin qui fait apprécier la chose. Est-ce que comme Flaubert pour Madame Bovary, vous diriez Bécassine, c'est moi? Ou en quoi est-elle vous? Alors c'est drôle parce que j'ai beaucoup pensé à Flaubert pour Bécassine avec un cœur simple. C'est une sorte de roman nouvelle magnifique de Flaubert et ça m'a porté beaucoup pour m'approcher de Bécassine. On a tous quelque chose de Bécassine, si vous voulez que je vous le chante.